L'animal dans la bête humaine de Zola, poursuivons donc et terminons notre réflexion sur la question: la bête humaine est-elle un oxymore? Y a-t-il véritablement une opposition entre ces deux concepts d'être humain et d'animal, d'animalité et d'humanité? Je vous rappelle donc le titre de cette troisième partie qui s'interrogeait sur les moyens de lutter contre la bête qui semble être un danger au sein même de la société et au cœur de l'individu, cette identité animale ou cette tendance animale qui nous guette, qui guette l'être humain. Peut-on véritablement lutter contre la bête? Nous avions donc vu dans un premier temps que le progrès pouvait ponctuellement être une sorte d'antidote, mais pas véritablement une solution à part entière. Nous allons maintenant travailler sur un autre aspect de cette lutte contre la bête. Si le progrès est impuissant, en partie du moins, à juguler cette animalité, puisqu'il contient même en son sein une part d'animalité, est-ce que la conscience morale, finalement au cœur de l'individu, ne serait pas un garde-fou possible? Alors voyons tout d'abord ces repères moraux, qui sont en partie d'ailleurs intuitifs, comme on peut le voir ici chez Jacques. Voyez dans les citations suivantes les réticences de Jacques à tuer Roubaud. Roubaud n'était-il pas l'unique obstacle à son bonheur? Il se pose d'abord la question, ne serait-il pas finalement l'objet gênant que l'on souhaite éliminer? Et pour réaliser ce rêve, rien qu'un geste à faire, finalement peu de choses, rien qu'un homme à supprimer, on avait parlé déjà de cette citation, la bête, la plante qui gêne la marche et qu'on écrase. Mais sa réaction va être: une secousse profonde le souleva, le fit asseoir dans son lit étouffant. Tuer cet homme, mon Dieu, en avait-il le droit? Donc on voit d'une certaine façon émerger sa conscience morale comme une sorte de réflexe, d'intuition, qui se traduit tout d'abord par un mouvement physique, et non pas seulement par une réflexion intellectuelle désincarnée, mais il y a véritablement un mouvement du personnage qui réagit à cette incitation au meurtre, qui réagit à cette tendance, à cette réflexion, d'une façon finalement plutôt intuitive, comme s'il y avait, par l'exclamative et l'interrogative, une sorte de euh, révolte intérieure, naturelle de l'individu, à l'idée de tuer son semblable. Dans ce fameux long monologue de Jacques et longue délibération autour de la question du meurtre de Roubaud, Jacques poursuit sa réflexion en disant cela ou en pensant cela: quand une mouche l'importunait, il la broyait d'une tape. Mais cet homme, son semblable. Donc on voit bien que malgré cette tentative ou ce penchant éventuellement d'assimiler l'autre finalement à un animal, voire à une plante, de le déshumaniser et ainsi finalement de légitimer le meurtre comme dans une visée utilitaire finalement et dans une perspective amorale. Eh bien, la question morale et la conscience morale s'invitent, malgré la raison et la logique ici, dans le débat, vous voyez par cette réaction de Jacques, mais cet homme, son semblable. Il est bien rappelé que oui, Roubaud n'est pas un animal, Roubaud n'est pas une plante. Et il est beaucoup plus complexe que cela de le tuer. Il ne suffit pas de l'assimiler à un animal ou à une plante. Et d'ailleurs, on le verra dans le roman, Jacques sera incapable de tuer Roubaud, alors qu'il pourra, ce qui peut sembler totalement paradoxal, tuer Séverine. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Jacques ne sera pas inquiété, puisque d'un point de vue logique, si on suit un raisonnement logique, il est totalement illogique que Jacques ait tué Séverine, puisque c'était la femme qu'il aimait. Donc, on a ici l'apparence du fait que le meurtre de Roubaud n'est pas si simple que cela, et Roubaud ne peut pas être assimilé justement à un animal. Il a des droits, et la relation d'homme à homme n'est pas la relation d'homme à animal. Autre citation qui étaye ce point de vue: il dut reprendre tout son raisonnement pour se prouver son droit au meurtre, le droit des forts que gênent les faibles et qui les mangent. Donc on voit bien ici que finalement, cette décision du meurtre, en tout cas dans un premier temps, que Jacques va assumer,
est une décision qui n'est pas naturelle, qui va venir après tout un effort d'argumentation, finalement, d'auto-persuasion, pour se convaincre de la légitimité de ce meurtre. Et vous voyez encore, évidemment, avec cette tendance à calquer le rapport à autrui comme la loi du plus fort, et la loi du plus fort au monde animal. On pourrait donc se dire dans un premier temps que nous sommes rassurés à l'idée finalement que, au sein même de Jacques, ce meurtrier, cet individu habité d'une pulsion héréditaire extrêmement dangereuse, associée à cette image d'une animalité, d'une véritable bête humaine, une sorte de loup-garou dangereux, il y a heureusement cette conscience morale, intuitive, naturelle finalement, qui veille et qui lui interdit le meurtre. Or, comme on l'a vu dans le roman, bien entendu, Jacques va tuer. Et Jacques ne va peut-être pas tuer Roubaud, certes, mais il va tuer Séverine, il va être proche de tuer ou prêt à tuer Flore, par exemple, ou d'autres femmes qu'il suivra dans la rue. Donc on peut voir en effet que cette conscience morale qui peut apparaître ou pourrait apparaître dans un premier temps comme une sorte de garde-fou n'est pas si infranchissable que cela. Ce sont des interdits qui apparaissent ici franchissables. Tout d'abord, on peut voir que la raison va être en effet, comme on l'a vu, au service de l'intérêt personnel. La réflexion du personnage, finalement, et toute la conclusion de cette très longue réflexion personnelle de Jacques va aboutir à la décision que le meurtre est tout à fait possible. Donc finalement, la longue conclusion de ces mouvements intérieurs ne va pas être le primat de cet instinct moral qui lui indiquerait comme un interdit fondateur inébranlable et absolu de ne pas tuer son prochain. Au contraire, finalement, malgré les soubresauts de cette conscience morale, Jacques va en conclure, en usant de sa raison, de la légitimité de tuer Roubaud. Comme on le voit ici, alors, puisque c'était la loi de la vie, on devait y obéir, en dehors des scrupules qu'on avait inventés plus tard, pour vivre ensemble. Peu à peu, son droit lui sembla absolu. Donc il y a bien cette idée finalement que, après tout, cet aiguillon moral n'est peut-être finalement qu'un conditionnement de la société, et n'est peut-être finalement qu'une de données totalement relatives, utile en effet pour vivre en société, mais ça n'est pas un interdit transcendant. Et on peut tout à fait le remettre en cause, notamment en vue de son intérêt premier, et également d'un autre impératif ici qui est la loi de la vie. Donc on l'a vu tout à l'heure, cette association de l'animal, l'animal étant celui qui a la vie et celui qui jouit de la vie, qui est du côté de la force de vie et qui aurait une âme, et dans quelle mesure l'homme pouvait s'associer à l'animal de ce point de vue-là. Vous voyez qu'aussi il va y avoir tout un courant ici pour essayer de justifier cette identité animale comme étant finalement la loi de la vie, et que la loi de la vie étant la loi du plus fort, eh bien cela a une légitimité au nom de la conception même que l'on peut se faire de la vie si on la conçoit comme une valeur. La raison va donc privilégier la loi de la vie, mais ce que l'on trouve également chez Jacques, et qui peut être extrêmement troublant, et que Zola essaie d'analyser, c'est également la force du plaisir. On le voit dans la description qu'il fait de ce que ressent Jacques juste après avoir tué Séverine. Il n'est pas empreint ou terrassé par la culpabilité, mais en plein d'une jouissance profonde, exempte de culpabilité. Enfin, il s'était contenté, il avait tué. Vous voyez les exclamatives qui expriment cet enthousiasme et ce débordement, cette libération enfin de l'individu. Oui, il avait fait ça. Une joie effrénée, une jouissance énorme le soulevait, dans la pleine satisfaction de l'éternel désir. Vous voyez qu'on est ici véritablement, non pas dans l'image moralisatrice d'un meurtrier qui serait terrassé par sa culpabilité, par exemple, ou malheureux,
qui permettrait de justifier qu'en effet il ne faut pas tuer parce que de toute façon cela rendra le meurtrier malheureux. Au contraire, ici on est dans l'affirmation d'une jouissance extrêmement forte et d'un plaisir extrêmement important, physique, vous voyez dans les termes utilisés, et vraiment dans la totalité de la satisfaction du désir. Il en éprouvait une sorte d'orgueil, un grandissement de sa souveraineté de mâle. Comme si, d'une certaine façon, et c'est problématique, Jacques ne peut véritablement exister qu'en dans la réalisation de son acte qu'est le meurtre. La femme, il l'avait tuée. Il la possédait comme il désirait depuis si longtemps la posséder, tout entière, jusqu'à l'anéantir. Vous voyez qu'on retrouve ce dont on avait déjà parlé, l'assimilation de l'homme au mâle, l'assimilation de la relation homme-femme à une relation de proie, finalement, et l'idée que la possession ultime, c'est la destruction. Il était gorgé, repu, ivre de l'effroyable vin du crime. Donc on a bien ici non pas un meurtrier qui s'aperçoit de l'horreur de son geste, mais un meurtrier qui jouit profondément, durablement et sans complexe du plaisir intense d'être allé au bout de son désir. Donc il y a cette interrogation finalement. Est-ce que l'être animal ou l'animalité, est-ce que ce n'est pas cela, c'est-à-dire une libération par rapport à des contraintes morales, sociales, qui ont été acquises pour vivre en société, cette libération profonde de l'individu, de son instinct, de sa pulsion première et la plus forte, par-delà le bien et le mal, par-delà ses considérations morales, pour une pleine réalisation de son être. Est-ce que ce n'est pas cela, ce fantasme de l'animalité, finalement, cette libération de la vie sous tous ses aspects, et cette acceptation de la vie sous tous ses aspects, sans la frustration, le rejet des pulsions de mort ou des pulsions de destruction, sans la condamnation de la société, pour une acceptation pleine et entière de l'individu. Mais vous voyez bien entendu les problèmes que cela pose par rapport à la vie en société et par rapport à l'image du coup que l'on se fait de l'humanité. Zola n'est pas un romancier moraliste. On le lui aura suffisamment reproché à son époque. Son but n'est pas de faire une œuvre morale, où le meurtrier serait puni à cause de raisons morales. Ce qui l'intéresse, c'est la logique de fonctionnement de l'individu, et interroger les ambivalences, les noirceurs, bien sûr, de l'identité humaine, pour en interroger le fonctionnement. Or ici, vous vous souvenez du titre qu'il avait envisagé pendant un temps pour la bête humaine, le titre L'inconscient. Ce qui l'intéresse, c'est cette logique de la pulsion qu'il examine en scientifique qu'il souhaite être, évidemment, en bon naturaliste, pour essayer de comprendre la logique de fonctionnement de la pulsion. Comme ici, bien entendu, on le sait, le meurtre de Séverine ne serait probablement pas ni le dernier, ni le premier. Et quoi, un meurtre n'avait pas suffi. Dès qu'il se serait replu après quelques semaines de torpeur, sa faim effroyable se réveillerait. Il lui faudrait sans cesse de la chair de femme pour se satisfaire. En effet, Jacques, pendant un temps, pense que le meurtre de Séverine, meurtre ultime, puisque meurtre de la femme aimée, va l'apaiser durablement de son mal héréditaire. Or, il n'en est rien. Et il va découvrir, bien entendu, avec effroi, mais avec réalité, qu'en effet, son mal n'est absolument pas guéri, et que ses pulsions de mort sont tout à fait là. Donc il y a une sorte de reconnaissance de l'existence de la pulsion, et de cette logique interne de la pulsion qui n'a rien à voir avec une logique morale, bien entendu, qui est présente au cœur de l'individu et qui travaille l'individu d'une certaine façon. Ici, finalement, le thème de l'animalité sert à Zola pour interroger cette obscurité, finalement, que l'on découvre au XIXe siècle, notamment, de l'individu, cette obscurité de l'inconscient et de la pulsion qui travaille, malgré soi, l'individu. Jacques Lantier ne sera pas détruit par sa mauvaise conscience ou par sa conscience morale. Il ne se suicidera pas, par exemple, après le meurtre de Séverine. Comme on peut le remarquer dans la fin du roman, Jacques ne va pas du tout
se déclarer coupable et se rendre à la police. Il ne va pas non plus essayer par tous les moyens de disculper Cabuche, qui pourtant n'est pas un ennemi pour lui, mais une connaissance. Il va reconnaître un certain nombre de faits, il ne va pas mentir sur Cabuche pour l'accuser de façon marquée, mais néanmoins, il ne va pas du tout essayer de le sauver ni s'apitoyer sur son sort. De même, à la fin du roman, il va reprendre son travail, il va conserver en effet cette présence de cette pulsion, et finalement sa mort est due à un conflit entre Péqueux et lui, toujours cette notion de la loi du plus fort et du combat qui cette fois-ci va être non pas latent mais manifeste dans le combat à, corporel, disons, manifeste entre les deux personnages jusqu'à la mort. Donc cette mort n'est pas une sorte de condamnation de son meurtre de Séverine. Sa mort est due à l'opposition entre Péqueux et lui, finalement, à ce qu'il avait déjà observé sur ces rapports de meute entre les mâles qu'il observait chez les loups et qu'il comparait avec les hommes, puisque Péqueux étant jaloux de Jacques. Donc finalement, cette conscience morale comme garde-fou ne va pas être véritablement opérante, même si elle est là, et ce qui permet bien entendu de complexifier le personnage de Jacques, et de ne pas juste en faire un personnage repoussant. C'est un personnage qui a des réflexions morales et qui a un instinct moral. Malgré tout, sa pulsion est véritablement reine chez lui. Pour conclure, il me semble intéressant d'observer ces différents concepts d'animalité, de bestialité et d'humanité. Comme on le voit ici, le thème de l'animal est utilisé de multiples façons dans le roman de Zola. Or, ce qu'on peut observer, c'est qu'en effet, le terme d'animalité existe, alors que pour les végétaux, les plantes, la végétalité par exemple, n'existe pas. Ce concept-là n'existe pas dans la réflexion et dans le langage. Il semble bien donc que l'on cherche à définir ou que l'on pense que ce concept d'animalité existe, une sorte de propre de l'animal, comme l'humanité serait finalement le propre de l'homme. Et ce qui est intéressant, si on l'observe finalement, depuis que nous travaillons sur Zola, c'est que bien entendu, cette question d'animalité n'est pas tant travaillée en tant que telle, comme un intérêt pour l'animal en soi, mais plutôt bien entendu comme une sorte de miroir réfléchissant, de sorte de point qui permet de rebondir encore mieux sur la question de l'humanité. Finalement, la question n'est pas tant ici qu'est-ce que l'homme, même si on s'interroge bien sûr sur l'animal en tant que pulsion dangereuse, sur l'animal dans sa vie en société, vie de lutte et de rapport de force, à travers la figure de la meute par exemple, etc., ou dans ses traits caractéristiques physiques qui pourraient retrouver des résonances chez l'homme. Mais plutôt, finalement, en effet, dans comment l'animalité est ce que l'on interroge à travers le terme d'animalité, qui n'est pas évident à définir finalement. Qu'est-ce que l'animalité permet finalement mieux de rebondir sur qu'est-ce que l'humain. Puisque ici, on a une interrogation sur qu'est-ce que l'humanité à travers qu'est-ce que Jacques, qu'est-ce que le fonctionnement de Roubaud, à travers ces pulsions destructrices que l'on a pu observer, à travers l'image du progrès, à la fois source d'évolution, d'émancipation, mais aussi de danger et de servitude. Donc en quoi systématiquement, lorsqu'on interroge l'animalité, c'est finalement ici, bien sûr, l'homme qui est interrogé. Et la bête humaine, finalement, humain est bien l'adjectif épithète, mais ici fondamental. C'est l'homme que l'on interroge, dans son identité. Pour terminer, je voudrais souligner l'importance et la pertinence du concept de bestialité à la lumière du roman de Zola. Puisqu'en effet, comme vous pouvez l'observer, le titre de Zola n'est pas l'animal humain, mais la bête humaine.
Et il y a bien donc cette interrogation, peut-être davantage que sur l'animalité, sur la bestialité chez l'être humain. Si l'on observe attentivement ce concept de bestialité, on peut tout d'abord observer que c'est un concept qui s'applique finalement, peut-être paradoxalement, mais de façon manifeste, davantage à l'homme qu'à l'animal. Le terme bestia, en latin classique, n'a pas d'abord un sens péjoratif, mais va le prendre ensuite dans certaines expressions, comme c'est aussi le cas avec le terme proche bellois. C'est d'ailleurs ce dernier thème qui donne le sens de bêtise, au sens où nous l'entendons. Donc la bestialité, ça n'est justement pas la bêtise. C'est plutôt quelque chose qui est vu comme une déficience du comportement, de l'attitude de l'être humain, comme on pourrait le voir finalement ici avec Jacques, voire avec Robot. Et notamment, comme on peut le voir parfois, c'est un terme qui va décrire les relations sexuelles avec des animaux et au sein des individus. Je vous renvoie ici aux travaux d'Amensour et Tenaillon sur cette question, puisqu'ils disent qu'en effet, la bestialité désigne une limite inférieure. Il n'est pas étonnant de la trouver dans un célèbre passage d'Aristote sur l'essence politique de l'homme, qui considère l'homme comme incapable de vivre en société, et qu'il ne peut, si cet homme est incapable de vivre en société, qu'être un être inférieur ou supérieur à l'humanité. C'est une bête, dit Aristote, thérion en grec, c'est-à-dire un animal sauvage ou un dieu. Donc, mais qu'est-ce qu'une bête pour Aristote précisément? La bestialité, thériotès, n'est pas la férocité guerrière. C'est plutôt la dégradation extrême, un comportement qu'on ne trouve guère que chez les barbares ou des individus atteints de démence ou d'autres maladies. Il va proposer un certain nombre d'exemples qui peuvent tout à fait évoquer finalement l'aspect monstrueux de certains personnages du roman de Zola, comme on le dit Aristote, de cette femme qui ouvre le ventre des femmes enceintes et dévore les petits-enfants avant qu'ils soient nés, ou de ces peuples voisins du Pont-Euxin devenus tout à fait sauvages, dont les uns se plaisent à manger de la viande crue, les autres de la chair humaine, et d'autres ont coutume de se donner réciproquement leurs enfants pour en faire des festins. On a donc bien une image ici de la bestialité comme étant un stade infra-humain, finalement, inférieur à l'humain, et également différent de l'animal. Vous voyez, l'animal qui ne fait pas cela, qui ne mange pas ses propres petits, qui n'est pas dans cette vision, une sorte d'autre identité de l'humain, profondément dégradée finalement, avec une connotation évidemment péjorative qu'on n'a pas nécessairement dans l'animalité, et comme une sorte d'en deçà ou de prédisposition avant même finalement la conscience morale. Vous retrouvez bien sûr cette réflexion sur la bestialité chez Hobbes. L'homme est un loup pour l'homme, homo homini lupus, avec bien sûr cette idée, par contre, qui est différente d'Aristote, mais que cet état bestial est un état naturel de l'homme, mais qui paradoxalement, finalement, tout en obéissant bien sûr à des lois tout à fait nécessaires, à cet état de nature, produit une vie absolument invivable en société. Et on a bien ici cette idée que l'homme à l'état de nature finalement se déshumanise, perd véritablement son humanité. Avec cette image que la morale fait partie véritablement de la vie en société. Jacques ne pourra jamais véritablement s'inscrire dans la vie en société, et lorsqu'on le voit, lorsqu'il est avec la Lison, le seul moment où il est en répit par rapport à ce mal héréditaire, c'est un moment finalement où il est à part dans la société, où il n'est pas en relation véritablement au sein du monde, mais dans une sorte d'espace en lévitation, détaché véritablement de l'ancrage humain et social, qu'est cette locomotive qui file à toute vitesse entre des destinations, mais jamais véritablement ancrée dans une relation sociale. Donc, on a bien cette idée que, de ce point de vue-là, ça n'est pas tant les animaux qui sont jugés ici, finalement, et qui sont condamnés, que plutôt l'homme qui est interrogé. Et que la bestialité, ici, renvoie à un état qui n'est pas véritablement partagé par les animaux, mais qui permet d'interroger une sorte d'existence
infrahumaine de l'être humain, qui pourrait être un véritable danger. À la question donc, la bête humaine est-elle un oxymore? Le roman de Zola répond par un faisceau de problématiques finalement, et de questions, qui montrent bien que la situation est extrêmement complexe, et que même si on peut dans un premier temps opposer bestialité et humanité, il y a une réalité qui est bien plus complexe que cela, et qui interroge sur l'être humain, sur son identité et sur sa vie en société.